Europe 1, 7h moins le quart. Europe 1 vous répond maintenant avec Thomas Soto. Est-on à la veille de la fin du conflit en Ukraine? Il faut bien sûr rester extrêmement prudent, mais pour la première fois depuis un bon moment, on peut au moins se poser la question. Bonjour Philippe Comte. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en langue et civilisation russe contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On va peut-être commencer par un tweet de Renaud P2W. Que se passe-t-il vraiment en Ukraine en ce moment? Déjà la petite photo si c'est possible. Eh bien, en Ukraine, il y a un nouveau gouvernement qui agit depuis la révolution de novembre-décembre dernier, qui est en train de remettre en ordre le pays et surtout de le réformer, c'est-à-dire qu'il y a tout à faire. Le gouvernement précédent, avec sa tête, le président Yanukovych, s'est effondré. Un certain nombre de structures se sont effondrées, il a fallu les reconstituer. Ce qui s'est passé d'ailleurs en Russie en 91. Mais là aujourd'hui, est-ce que c'est la guerre en Ukraine? Parce qu'on parle souvent de guerre en Ukraine. C'est la guerre à l'est de l'Ukraine et c'est une guerre qui est fondamentalement menée par la Russie. Par la Russie. On nous annonce donc un cessez-le-feu à partir de demain. C'est pas le premier. Celui-ci a-t-il des chances d'être respecté, Philippe Comte? Oui, le précédent, c'est celui du 5 septembre, qui était très important et qui n'a pas été respecté. Sans vouloir être pessimiste, je ne crois pas que celui-ci sera respecté plus que l'autre. On connaît les modalités de ce cessez-le-feu? Qui va renoncer à quoi? Si quelqu'un renonce à quelque chose. Oui. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de détails, mais de toute façon, il y a une poche à l'est de l'Ukraine qui est actuellement, en quelque sorte, retirée de la souveraineté du gouvernement ukrainien, issu de la révolution de décembre, novembre, décembre, janvier dernier. Et ça, c'est une situation qu'aucun État digne de ce nom, et la Russie, pas plus que les autres, n'accepterait. La Russie n'a jamais accepté que ces territoires lui soient, comme ça, retiré de sa souveraineté par une puissance étrangère. C'est-à-dire que le seul vrai règlement, il y a eu 2 guerres en Tchétchénie. Vrai seul règlement du conflit, ça serait que la Russie finalement accepte de retirer ses troupes et les pro-russes de toutes les zones occupées. C'est illusoire aujourd'hui. Oui, surtout qu'elle cesse de soutenir les séparatistes de l'Est de l'Ukraine et que du côté de Kiev, du côté du gouvernement ukrainien, on fasse un pas vers les demandes, une sorte de juste milieu, n'est-ce pas, vers les demandes des séparatistes ukrainiens, qu'on trouve une formule d'autogestion locale qui ménage la chèvre et le chou. On a un message de Florent sur Europe1.fr. Pourquoi Poutine aurait plus intérêt à négocier aujourd'hui qu'hier? N'est-il pas en train de bluffer une nouvelle fois? C'est possible, comme d'ailleurs après le 5 septembre. Ceci dit, plus le temps passe, plus pour la position du Kremlin, les choses deviennent délicates. Parce que pendant ce temps, l'Ukraine se refait une santé sur tous les plans. Même si sa situation est encore plus pénible sur le plan économique, financier, que celle de la Russie aujourd'hui, avec l'effondrement du rouble. Donc le temps ne joue pas en la faveur des plans du Kremlin vis-à-vis de l'Ukraine. D'autant qu'on entend dire depuis quelques jours que les sanctions contre la Russie affaiblissent considérablement l'économie du pays. C'est vrai ça ou pas? Je ne dirais pas que c'est considérable comme affaiblissement, mais elles jouent ces sanctions. Elles jouent, mais en même temps, elles permettent à la propagande du Kremlin de marteler auprès de la population que l'Occident est le principal responsable et coupable de la situation dans laquelle se trouve la Russie aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt de la politique intérieure, en fait. Jouer sur la fibre nationaliste. On l'a vu, Vladimir Poutine et François Hollande se sont vus ce week-end à l'aéroport de Moscou. Est-ce que cette rencontre a pu servir à préparer le terrain des négociations? C'est possible. Comment vous interprétez ce rendez-vous presque impromptu? Je n'ai pas de détails, mais je pense que c'est très bon de se parler. De toute façon, c'est très bon de se parler. Et il me semble que dans la préhistoire de ces événements dramatiques, y compris la révolution, qui était une authentique révolution populaire de novembre-décembre dernier, il y a eu aussi de la part de l'Union européenne un manque de dialogue avec la Russie. Dans toute la période 2011-2012, pendant laquelle s'est préparé l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Il me semble que les hauts fonctionnaires européens, là, ont raté quelque chose. Il fallait aussi discuter, négocier et tenir compte du point de vue russe, ce que d'ailleurs ne s'est pas privé de souligner le président Poutine dans son adresse au Parlement il y a 2 jours. Et là, il avait raison. Pourquoi Poutine a accepté ce rendez-vous? Drôle d'endroit pour une rencontre en plus, l'aéroport. Salon d'aéroport, c'est vrai que c'est peu commun. Oui, mais je pense qu'il a aussi besoin de parler aux dirigeants occidentaux. Il a été boudé au dernier sommet du G20, en Australie, à Brisbane, et de façon assez sèche. Et là, le président Hollande a joué une carte très habile. En plus, la France, dans ses conflits et dans la relation avec la Russie, l'Ukraine et l'ensemble de l'ex-bloc de l'Est,
l'Est a un jeu particulier à jouer, c'est bien qu'elle le joue, et puis il faut toujours laisser ouverte la porte de la négociation. Toujours. Mais attention, en étant extrêmement lucide et vigilant. C'est important de le préciser. Un message de Valérie sur Europe1.fr. Peut-on vraiment croire les communiqués officiels quand ils nous disent que Poutine et Hollande n'ont pas parlé du Mistral samedi en Russie? J'en sais rien, il faudrait demander au ministère des Affaires étrangères. Écoutez, là, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Philippe Comte, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe, nous occidentaux, dans la culture russe? Est-ce qu'on ne se trompe pas dans notre manière de nous y prendre, de leur parler, vous qui connaissez parfaitement cette civilisation? Oui, il faut aussi savoir de temps en temps entendre, non pas pour justifier, mais pour expliquer, entendre le point de vue russe. Hein. Il faut à la fois entendre ce que disent les Ukrainiens. Les Ukrainiens, le peuple ukrainien a fait une révolution, je le répète, qui est la petite fille, hein, l'arrière-petite-fille de la Révolution française. Hein. C'est un vaste mouvement populaire qui a envoyé promener un président et un régime corrompu. Bon, avec toutes les illusions que charrie tout ce type de mouvement, tout type de mouvement comme celui-là. Mais du côté russe, on voit les choses un peu autrement. Du côté moscovite, pas seulement le Kremlin. L'Ukraine a fait partie de l'Empire russe et de l'Union soviétique pendant plus de 2 siècles. Hein. Depuis 1783, l'Est de l'Ukraine, la rive gauche, a rejoint la Moscovie. Donc, elle s'en est détachée finalement il y a une vingtaine d'années avec l'effondrement de l'URSS. Donc, du point de vue des Russes, les Ukrainiens qui parlent pratiquement tous le russe, c'est un peu des cousins proches. Voilà, il ne faut pas l'oublier quand nous, Européens et les Américains parlent avec ces interlocuteurs-là. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe Comte d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, maître de conférences en langue et civilisation russe contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir à vous aussi. Europe 1, il est 6h51. Tout à fait autre chose, vous l'avez peut-être constaté vous-même, vous ou dans votre entourage, cette fois la gastro est de retour. Pour éviter de la refiler à tout le monde ou de l'attraper, il est urgent de consulter le docteur Kirzek. C'est la question santé d'Europe 1 ce matin. 6h-9h, Thomas Soto sur Europe 1.